bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Aujourd'hui, je reçois Caroline Depuis. Elle est médecin psychiatre et a écrit un livre bien dans ma tête grâce aux neurosciences. Comme vous le savez peut-être, moi je suis sophrologue et j'ai toujours eu à cœur de comprendre comment la sophrologie marchait sur le corps, sur le cerveau et quels en étaient les impacts. Et quand j'ai lu le livre de Caroline, je me suis dit qu'on avait pas mal de choses à se dire et à échanger. Elle est, comme elle aime le définir, une curieuse sceptique. Son côté scientifique ressort tout le temps quand on dit qu'on se sent mieux après telle ou telle méthode. Et c'est ce qu'elle va nous expliquer. On parlera aussi des émotions d'un point de vue neuroscientifique, de l'épigénétique et de son impact sur les gènes, sur le stress. Bref, on va parler des bases du fonctionnement du cerveau. Honnêtement, c'est un épisode passionnant, une femme qui arrive à rendre accessibles ces notions et que j'ai eu un énorme plaisir à interviewer. Et j'espère que ce plaisir sera partagé quand vous l'écouterez. Caroline, je suis ravie de te recevoir dans Elles agissent. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai découverte donc via ton livre Bien dans ma tête, que j'ai beaucoup aimé et qui a répondu à moi à beaucoup de questions, de mes questions, et je voulais vraiment partager ça dans Elles agissent. Donc on va en discuter, mais avant je vais te laisser te présenter la manière dont tu souhaites. Qui es-tu Caroline, professionnellement, personnellement? Qu'as-tu envie de nous dire? Eh bien, donc je suis psychiatre de formation et de profession d'ailleurs. J'ai été diplômée médecin en 2001 et je suis diplômée en psychiatrie depuis 2006. Je travaille à Bruxelles dans une clinique psychiatrique qui s'appelle Epsilon, qui est un endroit absolument incroyable parce que c'est dans un écrin de verdure et donc c'est hyper chouette d'y travailler, mais c'est aussi hyper accueillant pour les patients d'être dans un lieu qui est humanisant. Et je suis là responsable d'un service d'hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Donc c'est vraiment un service assez lourd de psychiatrie médico-légale où les gens sont placés quand ils ont une dangerosité, quand ils ont une maladie mentale et qu'ils ne veulent pas soigner. En France, c'est l'équivalent de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou de l'hospitalisation d'office. Donc ça, c'est une grande partie de mon temps. Puis j'ai aussi des consultations en ambulatoire, en privé. Parallèlement à ça, je suis également chroniqueuse à la radio et donc je co-anime une émission santé sur une chaîne de radio belge. Et donc il y a une émission qui est tous les jours de la semaine sur l'heure du midi et le vendredi, c'est vendredi santé mentale. Et donc c'est très sympa parce que c'est l'occasion de vraiment d'essayer de participer à discuter de la santé mentale, à la déstigmatiser, à la faire comprendre dans des mots dans des mots qui peuvent être compréhensibles pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment un chouette projet. J'ai également écrit ce livre début de cette année-ci, donc en janvier, il est paru en janvier 2022, bien dans ma tête grâce aux neurosciences, où là, j'avais vraiment l'idée d'apporter des outils concrets, pratiques aux gens qui sont en difficulté, qui sortaient de la crise Covid et dont on sentait tout le désarroi et la façon d'être démunis. Et puis à côté de ça, je pratique la méditation et le yoga Kundalini depuis plusieurs années maintenant. J'adore cette pratique qui moi, me centre et me permet vraiment de rester un peu ancrée. Et donc, je suis toujours en recherche de voir comment est-ce que je peux faire des liens. J'ai vraiment cette idée de faire des ponts tout le temps et comment je peux faire des liens entre ce que je vis moi, ce que j'expérimente moi dans mon quotidien, ce que je peux partager aux gens que je rencontre parmi mes patients et même parmi mon entourage, et comment je peux aussi mettre justement à profit ma formation de médecin psychiatre pour essayer de faire des ponts et de faire des liens entre les différentes disciplines. Avant de justement rentrer dans le vif du sujet et détailler justement ce lien que tu expliques, ce pont entre
les connexions, neurosciences, la médecine et ce qu'on appelle les médecines douces ou parallèles et cetera. Est-ce que tu peux nous définir vraiment ce qu'est ton métier? Je pense que c'est important aussi de savoir ce qu'est un médecin, psychiatre. On vient te voir pourquoi et comment tu interviens? Donc, je suis médecin de formation, ce qui veut dire que, à mon époque, en tout cas, c'était 7 ans d'études de médecine et puis j'ai fait 5 ans de spécialisation en psychiatrie. Donc, ce sont quand même des études assez longues pour avoir un parcours qui est global. Et c'était vraiment mon idée d'ailleurs, c'était d'être médecin, ce qui veut dire que je peux faire ce qu'on appelle des diagnostics différentiels. Ça, c'est la première chose. Et le diagnostic différentiel, c'est vous venez chez un médecin et parce que vous avez mal au ventre et il va dire ah oui c'est une intoxication alimentaire ou c'est plutôt une gastro ou tiens ça me fait plutôt penser à une maladie de Crohn, il faut faire des examens complémentaires. Et donc on essaye de faire les différents diagnostics. Et en psychiatrie c'est important également parce que si par exemple vous venez en disant j'ai mon cœur qui se serre et on peut vite dire c'est des crises d'angoisse, mais il faut quand même faire attention à faire un électrocardiogramme et à s'assurer que le cœur fonctionne bien. Et donc on est là pour aussi faire et la distinction, mais et le lien avec d'éventuelles pathologies plus somatiques. Même chose quand on a des problèmes au cerveau, hein, oui, c'est souvent psychiatrique, psychologique, et donc il n'y a pas vraiment de substrat au niveau organique. On ne sait pas faire un scanner cérébral pour voir quelle est la pathologie mentale. Par contre, s'il y a une tumeur au cerveau, il faut quand même pouvoir s'en rendre compte pour pouvoir la traiter. Or, ça peut parfois donner des symptômes similaires. Donc ça, c'est la première chose importante pour le médecin psychiatre. La deuxième chose, c'est qu'on prend en charge toutes les pathologies qui sont liées à la santé mentale. Et donc là-dedans, il y a deux grandes classifications. Il y a je dirais, l'altération de la santé mentale de façon passagère et épisodique. On est bien dans sa vie, on a un travail, une famille, des enfants, mais on est quand même parfois un peu en difficulté, on vit un deuil, on a une dépression, on peut avoir des crises d'angoisse, on a des symptômes comme ça qui nous envahissent un peu et on veut traiter ça, on veut mettre ça au travail pour pouvoir aller mieux. Donc ça, c'est la santé Mmh. mentale, je dirais, positive. Et à ce moment-là, le psychiatre peut être intéressant parce que on peut éventuellement prescrire des médications, ce que ne peuvent pas faire les autres intervenants de la santé mentale, comme les psychologues ou les coachs ou les autres thérapeutes. Et ce traitement, ça peut être un traitement tout à fait ponctuel, épisodique. Quand on a une grosse dépression, ça vaut parfois la peine de prendre un traitement antidépresseur. Mais on le verra et je pense qu'on en parlera. Je crois que c'est bien de l'adjoindre avec plein d'autres petites ressources parce que le traitement, c'est pas du tout magique, mais ça peut quand même aider à sortir la tête de l'eau. Et puis la deuxième grande partie de la santé mentale, c'est toutes les maladies psychiatriques en fait. Il y a toute une série de personnes, et on considère que c'est plus ou moins 5% de la population, qui ont des maladies psychiatriques, qui sont graves, qui sont invalidantes. Je parle par exemple des maniaco-dépressions, hein, les troubles bipolaires, ou la psychose, la schizophrénie, des gros troubles de la personnalité, qui en fait là sont des maladies au même titre qu'on a un diabète ou qu'on a une hypertension et qui doivent être traitées sur le long terme et pour lesquels nous, on doit vraiment intervenir pour essayer de stabiliser les choses. Et là, on ne peut pas se passer d'un psychiatre, d'un traitement, d'une mise au point. Et puis enfin, on fait tous les liens aussi, le médecin psychiatre fait tous les liens avec la société en fait, puisque c'est nous qui pouvons faire une interruption de travail, par exemple, un certificat pour prendre quelques jours ou quelques semaines de repos, ou pour faire des liens avec la sécurité sociale, avec les assurances, pour avoir des revenus de remplacement, pour éventuellement avoir un statut d'invalidité ou de handicap. Et donc, c'est nous qui faisons tous ces liens-là également. Hem et ce que je me demande, c'est à quel moment est-ce que tu as eu envie, justement d'aller voir, en fait, d'élargir, comme tu dis dans ton livre, d'élargir, ton horizon et d'aller vers quelque chose, de différent de ce que, tu avais, appris, en médecine et en psychiatrie? Donc, moi, à titre personnel, j'ai toujours été intéressée par ça, puisqu'en fait, j'ai découvert la méditation quand j'avais 17-18 ans, donc assez tôt quand même dans mon parcours, et ça m'a toujours semblé être un outil hyper puissant, hyper facile, gratuit, qu'on peut utiliser chez soi, qu'on peut faire quand on veut. Et j'ai toujours cherché un moyen de pouvoir l'inclure au fond dans ma pratique, sans vraiment le trouver dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que la psychiatrie est quand même encore, même si ça s'ouvre, vachement fermée sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et donc, on est prudent avec toutes ces pratiques alternatives. Et je pense que la prudence est toujours de mise, mais parfois, trop de prudence, on se met un peu en retrait. Et puis, il y a une dizaine d'années, je pense,
je dois dire que ma pratique fonctionne bien, que c'est chouette, j'adore rencontrer les patients, j'adore cette humanité, j'adore vraiment faire tout ce travail, mais je trouvais que ça tournait un peu en rond. Et surtout, je trouvais que les gens attendaient beaucoup de moi, qui venaient déposer chez moi des gros paquets en disant guérissez-moi, soignez-moi, faites quelque chose pour moi. Et c'était assez passif. Ce que je comprends, quand on n'est pas bien, on n'a plus Mmh. les ressources Mmh. et on a envie que l'autre vous aide. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est mon rôle. Et en même temps, je voulais vraiment trouver un moyen de pouvoir redonner un peu de pouvoir aux gens qui venaient me voir, de pouvoir en même temps les aider, les soutenir, et en même temps d'essayer que eux puissent reprendre un peu le pouvoir sur leur vie, sur leurs moyens. Et Mmh. j'ai commencé à chercher des trucs par rapport à ça et que je pouvais leur partager facilement. Parce que la méditation, c'est pas toujours facile d'accès. Pour quelqu'un qui est très déprimé, très anxieux, c'est juste impossible. J'ai découvert la cohérence cardiaque et je me suis vraiment reconnectée via la cohérence cardiaque parce que je l'ai pratiquée pour moi-même et de façon assez incroyable. Donc, c'est une méthode de respiration, Est-ce que hein. tu peux justement, oui, nous la décrire? Donc, c'est une méthode de respiration qui met en phase le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui fonctionne de façon autonome dans notre corps. Et c'est lui qui va mettre en place, qui va activer le système nerveux orthosympathique, qui est le mode fuite ou combat qu'on connaît bien quand on a l'adrénaline et que on est prêt à combattre ou bien à fuir, et qui peut aussi activer la voie parasympathique, qui est la voie du repos, du calme, de la régénération. Malheureusement, dans nos sociétés actuelles, c'est plutôt l'orthosympathique qui est fort stimulé et qui peut donc nous épuiser. C'est ça le stress, c'est ça le burn-out. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qui va agir de façon physiologique sur ce système nerveux autonome pour le calmer et pour le balancer un petit peu, le rééquilibrer et le remettre un peu du côté parasympathique. Et c'est hyper simple, puisqu'il suffit d'inspirer sur 5 secondes et puis d'expirer sur 5 secondes et de le faire pendant 5 minutes. Et il y a plein de guides sur Internet pour pas devoir compter dans sa tête. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu en tant que médecin parce que c'était super simple, super rapide, 5 minutes 2 à 3 fois par jour, mais surtout, ça se basait sur des notions physiologiques. Et donc, justement, c'était pour moi crédible, légitime, je pouvais l'expliquer, je pouvais le montrer aux patients. Mais je l'ai essayé sur moi-même et ça m'a vraiment bien plu. Ça m'a reconnecté à la méditation que j'avais un peu perdu de vue, mais surtout, ça m'a ouvert. Moi, ça a déployé plein de curiosité intellectuelle, ça m'a réveillé le cerveau, en fait, quelque part. Ça m'a réveillé toutes mes intuitions, toutes mes envies de me renseigner. Et donc, j'ai commencé à partager ça à mes patients et ça leur plaisait beaucoup parce que ça donnait des petits exercices à faire à la maison, parce que justement, ils sentaient que ça faisait un effet, donc ils pouvaient revenir la semaine suivante en me disant ah, c'est génial. Alors, tout le monde n'accroche pas parce que, comme je le dis, quand on n'est vraiment pas bien, c'est très difficile, même pendant 5 minutes, de s'arrêter et de respirer. Et donc, ça, c'est important aussi de le savoir, en fait, hein, que c'est pas un truc il y a rien qui est accessible ou pratique ou faisable ou que 100% des gens aiment 100% du temps. Et donc, c'est aussi comme ça que je me suis dit, tiens, qu'est-ce au fond, c'est chouette de faire ça. Et moi, ça m'a redonné plein d'envie de discuter avec les gens, d'en apprendre sur eux, de voir comment ça se passe. Et donc, j'ai essayé comme ça de grappiller, de lire, d'écouter des podcasts, sur plein de sujets différents qui avaient tous ce point commun, qui était en même temps, c'est validé par la science, parce que pour moi, ça, c'est important. Et en même temps, les gens peuvent l'appliquer chez eux de façon facile, Mmh. sans que ça leur demande d'aller voir un thérapeute en plus, que ça coûte de l'argent, et avec plein de petits trucs et astuces différentes pour que chacun puisse prendre ce qu'il veut et jeter ce qu'il veut pas. Ouais. Qu'on puisse comme ça faire. Et donc j'ai créé une boîte à outils avec plein de petits outils que je pouvais partager aux gens et eux, ils peuvent essayer, puis ils reviennent, ils me disent oui, ça c'est super, non, ça c'est pas trop. Et justement, c'est pour ça que j'avais des outils plus corporels, avec du sport ou avec du yoga, des outils plus de respiration, de calme, avec la méditation ou la cohérence cardiaque, plus des outils de gestion des émotions Mmh. ou d'intellectuel et de cognitif pour ceux qui sont là-dedans. Et dans la période du Covid, on a quand même plus parlé de la santé mentale, on a quand même Oui, plus c'est vrai. vu, Ouais, c'est ouais. vrai, hein, et on Mmh. a aussi plus vu combien on était tous impactés par ça, en fait. C'était pas d'un côté les Ouais. fous et puis nous, en fait, tout ça, c'est un peu plus mélangé et on s'est dit, mais au fond, on est tous
on est tous impactés, mais en même temps, je trouvais qu'on ne donnait pas beaucoup de ressources en fait aux gens. Oui. On les laissait un peu avec ce constat. Et voilà, c'est comme ça que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, bah, tous ces outils, je pourrais les réunir dans un livre et les partager. Et avec vraiment cette idée de faire le pont entre ce qui est validé scientifiquement, parce que pour moi, c'était important. Et donc, je me suis dit que pour toute une série de personnes, ça peut être chouette de savoir. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être motivé à maintenir une activité dans quelque chose quand je sais comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quel est l'impact sur mon corps, sur mon cerveau. Ça me fascine, mais en plus, ça me motive et je me dis, ah oui, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça marche pas tout de suite. Je dois m'accrocher, c'est à cause de la Mmh. neuroplasticité, je dois le mettre en route. Et donc, voilà, c'est comme ça que le livre, je l'avais écrit en deux parties, avec une première partie qui donne un peu les bases du fonctionnement du cerveau, mais de façon accessible. Et puis une deuxième partie avec cette boîte à outils, pas très pratique, où on peut aller de chapitre en chapitre et aller prendre Ouais. ce qui nous botte. Est-ce que tu utilises justement ta boîte à outils, hein, que tu viens de nous présenter, en premier, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en premier soin, en tout cas en première approche quand tu as des patients justement qui arrivaient? Est-ce que maintenant c'est quelque chose que tu as mis en place, comme une première étape pour voir si ça peut fonctionner et cetera? Alors ça dépend vraiment, parce que Oui, bah, étant psychiatre, j'ai quand même des patients qui vont pas bien du tout ouais. et qui arrivent chez moi, surtout maintenant après le Covid. Il faut savoir qu'on a une explosion des demandes, beaucoup de jeunes adultes qui vont vraiment pas bien du tout. Donc ils ont 18, 20, 21, Ah 22 ans oui, et jeune. ah Ouais, oui, ouais. vraiment jeunes et des gens, en gros, on peut faire une grande distinction entre les névrosés et les psychotiques. Les psychotiques, c'est ceux qui sont déconnectés de la réalité, c'est une maladie psychiatrique. Donc, bah, eux, voilà, ils sont malades, il y a une déconnexion, il faut un Mmh. traitement, point. L'accès à tout ce qui est un petit peu alternatif peut être plus compliqué, il faut être très prudent avec eux. Mais là, je parle pas de ces gens-là, c'est ce que je disais, ça, c'est une petite frange de la population. Je parle vraiment de gens névrosés, c'est-à-dire en contact avec la réalité, qui se rendent compte de leurs symptômes, qui se rendent compte que c'est pas facile, comme nous, quoi, hein, comme moi, Ouais, bien quand je sûr. suis fatiguée, quand j'ai Ouais. mes petits tocs et quand j'ai tout ça, mais qui sont complètement submergés par ça et qui le sont bah, de plus en plus tôt dans la vie, quand ils arrivent à 18-20 ans avec vraiment des symptômes assez impressionnants de dépression Ouais. caractérisés. C'est pas de la Est-ce que blague. c'est par l'environnement aussi, enfin la l'époque, voilà qui a été chamboulée par les justement ce que tu disais, l'épisode du Covid. On vit dans une période, voilà d'instabilité, sur, géopolitique, sur l'environnement et cetera. Est-ce que ça impacte? Est-ce que les gens viennent aussi, parce que voilà, on est un peu perdu sur, notre, Ouais, ouais, c'est vraiment l'accumulation de tout ça. Donc 18, ouais. 20, 22 ans, c'est le moment de l'autonomisation. Donc déjà, c'est pas facile en fait, hein. Déjà s'autonomiser. En même temps, on doit quitter ses parents, puis on doit trouver un logement seul, puis on doit faire ses études, on doit réussir ses examens, on a ses premières Mmh mh. rencontres amoureuses, ses premières déceptions. Enfin, tout ça est déjà un gros boulot en fait psychique. Donc c'est pour ça que c'est déjà pas toujours facile. Mais ça, on rajoute effectivement la crise Covid, donc toute la désocialisation qu'il y a eu autour de tout ça, et pour ces Ouais. jeunes, ce décrochage a parfois été très compliqué. Et du coup, se raccrocher au train qui se met en marche, en fait, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a un sorti du confinement, youhou, je peux foncer, mais il y en Mmh. a d'autres, ils sont sortis du train, le train repart et ils sont en train d'essayer de courir après, mais c'est Ouais. pas facile de remonter dedans. L'éco-anxiété est hyper impactante chez les jeunes. C'est L'éco-anxiété, vraiment, tu dis? Ouais. ouais, c'est des angoisses, mais Ouais, vraiment ouais. fondamentales parce que pour eux, c'est leur avenir, c'est leur présent, c'est Ouais, ce ouais. dans quoi ils vivent. Et puis là-dedans, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, quand on voit, du coup, par exemple, l'autonomisation, bam, partie finie, quoi. Bah non, je vais rester chez papa-maman, je pourrais pas payer mes factures d'électricité et de gaz. Donc, et c'est vraiment pom, 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 tout se rajoute. Vraiment, les petits éléments se rajoutent les uns sur les autres dans un moment qui est un moment qui reste un moment de construction et donc de questionnement. Et en fait, c'est trop. Le, le, le cerveau humain, il a ses limites et là, il est débordé. Donc, pour revenir à ta première question, parce que je suis désolée, je fais des petits Ah, détours. c'est très intéressant. Quand quelqu'un arrive à ma consultation, Oui. je vais d'abord évaluer où il en est, en fait, dans son niveau de contact et dans son niveau symptomatologique. Donc, ce sont
principalement à ma consultation des gens névrosés qui arrivent, donc ils sont en contact avec la réalité. Mais si je commence gentiment à leur dire, on va faire un peu de cohérence cardiaque, ils me disent, ça va pas, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que je vis, là. Moi, je dors plus depuis plusieurs semaines, j'ai des idées noires. Votre cohérence cardiaque, c'est sympa, mais ça va pas être possible. Ah oui, il y a un peu de réticence finalement, Non, mais oui, et il y a une réticence, ça c'est sûr, parce qu'ils ont alors l'impression que je vais minimiser leurs difficultés, mais ils ont raison aussi d'être réticents. C'est-à-dire que l'importance de leurs symptômes, à un moment, il faut d'abord diminuer ça pour leur donner accès à des disciplines qui sont un peu plus douces. Parce que si on veut le faire trop tôt, en fait, ça marche pas, parce qu'ils sont trop loin, et du coup, ça les dégoûte. Donc, OK. moi, ce que je fais en général, donc, c'est que j'évalue. Bah, soit effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin, on peut essayer sans traitement, on peut essayer des alternatives naturelles, que ce soit au niveau phytothérapeutique ou que ce soit d'autres choses. Et alors, je leur propose. Et donc, je leur propose la cohérence cardiaque ou d'aller faire du sport ou d'aller dehors. Et je vois avec eux ce qui peut s'organiser. Je leur explique assez rapidement. J'essaye vraiment d'expliquer pourquoi, comment, ce qui se passe, de leur redonner aussi une clé de compréhension sans enfermer. Donc je trouve que c'est vraiment important, par exemple, de dire un diagnostic, c'est pas un enfermement, c'est dire bah, vous avez un épisode dépressif, c'est un épisode, c'est normal, regardez tout ce qui se passe, c'est normal que vous soyez submergé, je vais vous aider à ça. Mais voilà, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir fou, parce que ça, c'est aussi Mmh. un grand Mmh. questionnement. Mais si je vais trop tôt avec juste des alternatives un petit peu, oui, des petites alternatives qui sont plutôt douces, en fait, ils peuvent pas se l'approprier parce qu'ils sont pas assez bien. Donc, parfois, je commence par d'abord donner un traitement. Traitement qui Mmh. va viser à diminuer un peu le niveau d'anxiété et à leur permettre de se remettre en contact. Et alors, dans un deuxième temps, je peux introduire toutes ces petites méthodes qui vont me permettre en fait de diminuer plus rapidement le traitement et de passer à autre chose. Alors que si je veux y aller trop vite, bah, je risque de passer à côté de quelque chose et de passer à côté aussi de l'intensité de leurs Bien symptômes. sûr. D'ailleurs, ils me le disent, quand ils essayent et que ça marche pas, voilà, ils me le disent également. Donc c'est vraiment un espèce... Et parfois aussi, j'essaye d'abord de pas donner de traitement, puis je vois quand même que ça semble compliqué, donc on rajoute un petit traitement. Et je trouve que c'est ça qui est chouette des psychiatres, Ouais, c'est que je peux vraiment utiliser... J'essaye en tout cas d'utiliser à bon escient les outils que j'ai. Et là-dedans, il y a aussi le traitement médicamenteux qui, pour moi, bien sûr. est tout à fait, c'est tout à fait OK de le prescrire, mais pas si c'est que ça. Donc voilà. Et ce qui veut dire que ma boîte à outils, ça peut être une première intention, comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être une deuxième intention quand la personne va un peu mieux et qu'elle a un peu redescendu, comme ça peut être vraiment un mélange de le mettre tout de suite, mais certaines petites choses, et puis petit à petit, et voilà. Et comment on réagit, et s'il y a eu des réactions auprès de tes, confrères, consoeurs sur le fait que toi tu utilises justement, que tu t'es ouverte à d'autres possibilités? Est-ce que, parce qu'on peut-être un peu en tête que ça ne sera pas forcément bien pris ou qu'il y aura peut-être des jugements. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine ouverture, autour de ça? Alors, le fait d'écrire le livre, je dois te dire très honnêtement que ça a été une bonne sortie de zone de confort pour moi. Parce que effectivement, c'est un peu ce que je suis, c'est ce que je fais, et c'est m'ouvrir à la critique, au jugement, Ouais, oui. Ouais, au ouais. scepticisme des gens qui disent oui, mais attends, avec quoi elle vient, avec ces histoires de FT, Emotional Freedom Technique, c'est quoi cette histoire de se tapoter sur le front, c'est Ouais. gentil, mais en plus, comme je m'occupe d'hospitalisation sous contrainte, donc de grands psychotiques, il y a aussi certains confrères qui m'ont dit mais attends, tu fais ça avec tes patients psychotiques qui sont hospitalisés Ouais. sous contrainte, c'est quoi cette histoire? Et donc j'ai dû vraiment dire mais non, comme je l'explique maintenant, c'est chaque fois une évaluation individuelle au cas par cas en fonction de ce que la personne est prête à prendre et à recevoir. Et évidemment que je reste psychiatre et que je peux prescrire des traitements et que je fais des évaluations diagnostiques et que je fais pas n'importe quoi. Donc c'était une grosse sortie de zone de confort. Et évidemment, ça suscite euh, voilà, certaines réticences de la part de certains confrères ou collègues. Mais en fait, eux, étonnamment, ils se taisent. Et ils se taisent parce que je pense qu'ils savent que leur truc n'est plus très à la mode. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, mais au fond, tant pis. Tant pis si ça déplaît à certaines personnes, parce que moi, profondément, j'ai vraiment l'impression que c'est ce dont les gens ont besoin, c'est ce dont moi j'ai besoin. C'est toutes des méthodes que j'ai expérimentées moi-même
et qui m'ont fait vraiment mais tellement de bien que je vois vraiment pas pourquoi je priverais de les partager. Et puis ceux qui veulent pas, bah ils lisent pas, hein, ils prennent pas le bouquin et puis ils le font pas, c'est tout. Et d'autre part, c'est vraiment pour ça que c'était hyper important pour moi que ce soit validé scientifiquement. C'est que c'était là aussi que j'y mettais un peu de ma crédibilité. C'est que je disais, bah voilà, moi j'ai vraiment fait des recherches, j'ai lu des articles pour montrer ce qui fonctionne ou pas. Alors on peut y croire, pas y croire. Et je suis vraiment pas partie dans des ouvertures de chakras. Et Mmh. je suis restée très terre à terre pour ben, permettre ça en fait, permettre à ceux qui sont sceptiques de s'ouvrir, de lire et de dire ah ouais, pourquoi pas. Et très étonnamment, j'ai plein de retours de médecins généralistes par exemple qui ont acheté le bouquin et qui m'ont dit mais c'est génial, maintenant je le conseille aux patients, ou bien je Ah, sais comment super! expliquer ceci ou Ouais, cela aux patients, je sais maintenant comment expliquer le système de stress aux patients. Et ça, je trouve ça génial quoi. Je me dis, bien sûr. et alors, il y a toute une partie de mes confrères qui m'ont dit, qui étaient vraiment en fait soulagés et heureux qu'il y ait quelqu'un qui sort du bois, en Ah! disant, mais oui, parce que nous aussi, on veut utiliser ça et on trouve que c'est de plus en plus important. Et en fait, bah, on n'ose pas toujours le dire, quoi. On est un peu coincé avec nos inhibitions, nos réticences, on a peur d'être jugé. Et nous aussi, en tant que médecin, psychiatre, on n'est pas, on n'est pas hors sol. On a aussi envie d'être aimé, d'être accepté et d'être bien jugé. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai eu beaucoup de retours de confrères et de Mmh. consoeurs qui me disaient, mais en fait, nous aussi, on pratique ça et c'est génial et c'est super pour nos patients et ils sont contents. Et en plus, c'est beaucoup plus dans un lien, je me sens beaucoup plus d'égal à égal avec les gens que je rencontre parce que Ouais. je leur partage des choses que je fais moi-même et je leur dis. Et eux aussi, du coup, ils peuvent plus s'identifier à ça, ils peuvent plus se dire, ah bah oui, c'est ok, ma psy le fait, même elle a besoin de ça, et ça nous rend tous, Ouais. je trouve, c'est plus le médecin, psychiatre qui est au-dessus, loin derrière, on est vraiment, même si en même temps je garde une distance thérapeutique Évidemment, voilà. évidemment, mais c'est l'importance aussi et dans les 2 sens. Je pense aussi que, bon, moi, je parle en tant que sophrologue, mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine, reconnaissance des faits, vraiment, scientifiques et factuels, hein, voilà, de méditer, ça apporte ça comme impact sur le cerveau ou sur, même l'épigénétique, voilà. Tu abordes des choses où on se dit, évidemment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes métiers et je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose, professionnellement et sainement, je parle du côté des médecines, médecine douce, parallèle, médecine du bien-être, coaching et cetera. C'est toujours clair de notre côté, ça, une fois qu'on est professionnel. Mais aussi, il y a toujours ce côté, je pense qu'on cherche aussi à avoir cette reconnaissance d'un point de vue médical. En tout cas de dire qu'on n'est pas des charlatans, quelque part. Oui, et c'est ça la difficulté pour les médecines alternatives. Euh, Moi, j'en vois deux principales. C'est la qualité de la formation. Parce qu'en fait, tu me diras, hein, mais nous en Belgique, et je pense que c'est la même chose en France, bah, quand tu veux devenir une thérapeute d'une pratique qui n'est pas reconnue, tu peux faire 2 jours de formation ou 5 ans de formation. Tu peux donner le même nom. Tu peux Bien faire sûr. 2 jours de Mmh. formation de MDR et te dire praticien et MDR alors qu'en fait avant-hier tu étais boulanger. Comme tu peux faire 5 ans de formation, être sophrologue, naturopathe, faire des supervisions et te dire aussi du coup praticienne, sophrologue ou MDR. La même Et donc, chose, effectivement, ouais. et ça c'est une difficulté je trouve parce que ben, je pense pas qu'il y ait beaucoup de charlatans. Par contre, je pense qu'il y a toute une série de gens qui sont peut-être pas suffisamment formés, qui ont peut-être pas fait suffisamment de travail sur eux-mêmes, et qui donc reçoivent en consultation bah, des gens qui vont pas bien du tout, puisque les gens qui viennent nous voir sont des gens a priori qui vont pas bien. Et, euh, et je pense que la responsabilité du consultant, du client, de l'usager, c'est de s'assurer de la formation de la personne qu'elle va rencontrer pour voir qu'il y ait quand même une formation solide, une supervision, quelque chose qui est fait. Et l'autre chose, l'autre difficulté ou l'autre écueil par rapport aux disciplines alternatives, et ça je crois qu'il y a de moins en moins et que les gens sont attentifs à ça, c'est de ne pas se substituer. En fait, c'est de travailler vraiment, enfin moi en tout cas, je pense que le naturopathe obsédé qui va dire mais arrêtez tous vos traitements, moi je vais vous guérir au baie de goji, ben
trouverais pas ça très, j'aurais pas trop confiance. Alors qu'effectivement, travailler en accompagnant, en disant bah oui, vous êtes pas bien, vous avez un traitement, bon, on va essayer de vous accompagner là-dedans et de voir de quelle façon vous pouvez supporter mieux des effets secondaires, ou bien si vous en avez, parlez-en à votre médecin, et puis nous on va faire ceci, cela. Bah, ça me semble être ce travail Ouais, justement en bien sûr. collaboration qui permettra à un moment de s'entendre entre les disciplines médicales et les disciplines alternatives. Et donc pour faire le lien aussi avec ton livre et justement y rentrer un peu plus, dans le détail, moi, on vient souvent me voir aussi par rapport aux émotions, hein, c'est un vaste sujet. Tu en parles dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, d'un point de vue, neurosciences, ce qu'est une émotion? Oui, bah donc une émotion, c'est une sensation d'abord physique qui arrive dans le cerveau et qui est en fait une réaction du cerveau pour nous donner un signal. En fait, c'est un message du cerveau au cerveau, à notre corps, à nous-mêmes, pour nous dire il y a quelque chose qui est en train de se passer, on va essayer de réagir. Et à partir déjà du moment où on le voit comme ça, on peut diminuer la charge mentale qu'il y a autour des émotions dites négatives, parce que on est quand même dans une société qui a très très envie de ne vivre que des émotions positives. D'ailleurs, on détourne toute cette idée de la méditation, du calme mental, en se disant que c'est juste être zen. Non, pas du tout. En fait, c'est accepter ces émotions comme elles sont là, parce qu'elles sont des signaux que nous donne notre cerveau pour qu'on fasse attention. Donc, quand on a peur, et qu'il y a une émotion de peur qui surgit, bah, c'est parce qu'il y a un danger et qu'il vaut mieux faire face au danger, quoi. Parce que sinon, Mmh. on risque de mourir. Donc en fait, c'est simplement un mécanisme de survie. Quand on a de l'amour, de la joie, des émotions de ce type-là, c'est aussi c'est pour nous reproduire en fait. L'amour, nous sommes des êtres humains qui visons à pouvoir perpétuer notre espèce. Et donc, la plupart de nos réactions sont là pour survivre, et soit survivre et se reproduire, soit survivre et pas mourir. Et donc, c'est vrai que quand on a des stimuli qui nous arrivent, euh, eh bien, le cerveau va réagir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces stimuli, généralement, on se dit qu'ils sont externes. Il y a un accident de voiture, il y a quelqu'un qui nous klaxonne, on est en voiture, il y a quelqu'un qui nous klaxonne, c'est un stimuli externe, on va faire attention, justement on a une petite émotion de surprise. Eh bien la surprise, c'est vraiment pour éveiller notre attention et dire ah, qu'est-ce qui se passe. Ah ben oui, attention, il faut que je freine pour pas faire d'accident. Et donc système orthosympathique qui se met en marche pour nous donner de l'adrénaline, de l'oxygène à notre cerveau, pour nous permettre de réfléchir plus vite et de pouvoir agir adéquatement. Et puis on a évité l'accident, youpi, on est super fort, on se calme, on se remet en mode parasympathique, et on reprend notre conduite tranquillement. Et on peut comparer ça aux animaux, dans la savane, la gazelle, elle se balade tranquillement dans la savane, et puis il y a un lion qui la repère, qui se met à courir après. Ah bah la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Système orthosympathique en marche, elle se dit je vais courir, je vais quand même essayer de l'éviter, je vais pas l'affronter, je vais pas aller au combat. Elle trace sa route, elle court très très vite. Elle a évité le lion dans le meilleur des cas, sinon elle n'est plus là, mais elle a évité le lion dans le meilleur des cas, elle se calme, elle s'ébroue. En général, ils se secouent dans tous les sens, qui est en fait une décharge de toute l'adrénaline et de toutes les hormones de stress, et elle repasse en parasympathique, elle a oublié l'histoire, et elle ne développe pas de syndrome de stress post-traumatique ni de burn-out. La gazelle, en général, est en bonne santé mentale. Bien, nous, dans l'idéal, on a des stimuli externes comme ça, klaxon, on a plein de stimuli qui sont tout le temps exogènes, mais en plus, comme on n'est pas des gazelles, mais qu'on est des êtres humains avec un cerveau pensant, on a tous nos stimuli internes. En fait, les pensées sont des stimuli internes. Donc, vous avez évité un klaxon, vous avez évité la voiture, puis vous reprenez votre route, et puis pendant tout le reste de la route, vous vous dites, non mais c'est quand même dingue, il m'a pris ma priorité de droite, non mais à cause de lui, j'aurais pu faire un accident, j'aurais pu mourir, et mes enfants auraient été orphelins, et on continue. Et donc, on continue à réactiver le système orthosympathique. Et puis là, on arrive au travail, il y a notre patron qui n'est pas très en forme lui-même et qui dit, t'arrives en retard? Bah oui, j'ai dû éviter un accident, je me suis arrêté, j'ai dû un peu récupérer, mais non, ça va pas, tu peux pas arriver en retard. Hop, nouveau stimulus de stress, crispation, et puis on y pense,
mais ce patron quand même, il est pas juste, moi j'ai évité un accident. Et donc c'est cette combinaison de stimuli externes et internes en permanence dans notre cerveau qui font qu'on est toujours sur ce mode orthosympathique stressé et qu'on finit par s'épuiser et que les émotions là-dedans, elles sont toujours en trop. Et donc, on est quelque part, notre système d'adaptation, il est un peu débordé, et donc les émotions, elles nous submergent. Plutôt que de remplir le rôle de signal d'alarme, elles deviennent complètement envahissantes et submergentes, et donc on veut essayer qu'elles ne soient plus là. Donc la colère, boum, en plus, on est dans une société qui n'accepte pas trop la colère, surtout de la part de femmes. Hein. Nous devons être calmes, nous devons être saines, on doit gérer ses émotions. C'est un sujet complémentaire, ça, en Oui, plus. oui, le sujet de la femme, oui, oui, tout à fait, et de la gestion du stress. Et donc voilà, les émotions, on essaye de les gérer, déjà. On essaye de les éviter, surtout si elles sont désagréables et négatives, et on ne voit pas toute la portée utile. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, mais en fait, si j'arrive à me dire que toute émotion est un signal et a une utilité, déjà, je change ma vision. Du coup, je me permets de les vivre et je ne dois pas spécialement les gérer. Moi, j'aime pas trop ce terme de gestion des émotions parce que je trouve que ça fait un peu directeur de banque avec, avec tout son portefeuille d'actions. En fait, on doit juste apprendre à les accueillir. Oui, à les explorer aussi, Oui. voilà, les découvrir. Et à les Ouais, ouais. voir comme ce signal de notre cerveau, de nous à nous, pour nous aider à tracer notre vie. Oui, c'est de voir aussi différemment, d'un prisme différent, les choses qu'on a l'impression qui nous impactent, que négativement et finalement, il y a des choses, physiologiques, qui, sont explicables et qui permettent de ouais, comme tu dis, de penser différemment. Tu parles aussi dans ton livre et c'est un sujet qui est très émergent ces derniers temps sur l'épigénétique et l'impact que ça peut avoir sur la notion, bah, sur le stress justement aussi, le cerveau et comment on peut alors, ça on peut pas contrôler, mais en tout cas, je sais pas, moduler l'épigénétique? Dis-moi si je utilise les mauvais mots, mais Ouais. Donc, vraiment en tout résumé, la génétique, bah, c'est nos gènes, hein, c'est l'ADN, et on a cru pendant longtemps qu'on était juste dominé par notre génétique, qu'en fait les gènes s'expriment. Et puis, bah, si on a une gène de la schizophrénie, on exprimera la schizophrénie, et si on a le gène du diabète, on exprimera le diabète. Et en fait, on a réalisé par toute une série de questionnements que j'explique dans le chapitre dans mon livre, mais que non, il y avait aussi la question d'expression de ces gènes. Donc en fait, il y a des gènes qui existent. On a plein de gènes dans notre corps, mais pourquoi, par exemple, ta cellule de ton œil, elle est différente de la cellule de ton foie? Alors qu'en fait, c'est les mêmes cellules avec la même génétique. Ils ont le même ADN. Mais alors pourquoi dans ton œil, ta cellule devient une cellule d'œil et dans ton foie, ta cellule devient une cellule de foie? Eh bien, c'est l'épigénétique. Dans ta cellule, elle va choisir les morceaux d'ADN qu'elle va exprimer pour devenir une cellule de foie dans le foie. Et elle va choisir les morceaux de gènes qui sont propres à la cellule d'œil dans l'œil. Donc, on a une masse d'ADN qui est absolument incroyable dans nos cellules, qui est tout racrapotée. Et le corps va choisir, la cellule va choisir d'exprimer certains gènes et pas d'autres. Et en fonction de quoi elle choisit d'exprimer ça? Eh bien, de nouveau, les stimuli externes et les stimuli internes. Donc les stimuli externes, bah, c'est l'environnement, ça veut dire la pollution, hein, les perturbateurs endocriniens, les bruits, les sons, c'est tous les stimuli externes au sens large. Et les stimuli internes, à nouveau, c'est quoi? C'est en fait toutes les hormones et molécules qui sont libérées par notre système de stress. Comme je le disais, quand on est stressé, adrénaline. Bah, l'adrénaline, elle circule dans notre corps et elle va aller donner des messages aux cellules dans notre corps. Eh bien, ces messages vont être entendus par les cellules et en fonction de ça, elles vont exprimer certains gènes ou pas. Par exemple, quand tu fais du sport et que tu fais des squats, où tu descends les cuisses, eh oui, je vois bien, bien. les muscles de tes cuisses et les cellules des muscles de tes cuisses, elles vont recevoir le message, oula, je dois me renforcer ici, on est en train de... Et donc, elles vont donner le message à ton ADN d'exprimer les protéines. Les protéines, c'est notre Lego. Hein. Donc, tu vois, si on est un grand Lego, eh bien, les protéines, ce sont ces toutes petites briques qui nous composent. Eh bien, dans les cuisses, l'épigénétique va choisir d'exprimer les gènes qui vont faire les protéines de muscle pour faire plus de muscles.
Et donc l'épigénétique, elle a un lien très rapide. Ça peut agir en termes de minutes, mais ça peut aussi agir en termes de semaines, de mois, et on a même vu maintenant que ça peut passer de la maman à l'enfant. Et Et en oui. quoi c'est important pour la santé mentale? C'est qu'en fait, on a des gènes qui permettent plus ou moins de résister au stress. Parce qu'on a des gènes qui vont par exemple sécréter plus de cortisol, qui est l'hormone de stress alliée à l'adrénaline, ou des gènes qui vont justement permettre de diminuer cette sécrétion de cortisol. On a des gènes qui vont augmenter l'inflammation. Or, l'inflammation, c'est très stressant pour le corps. Et on a des gènes qui vont plutôt être anti-inflammatoires. Et on a remarqué que quand on est stressé, eh bien, le corps va, par un effet de réponse, il va augmenter les gènes qui vont créer du cortisol. Parce que si on est stressé, bah, il faut mettre du cortisol pour lutter contre le stress. Mais en fait, à un moment, c'est un cercle vicieux. On est stressé, on sécrète du cortisol, le cortisol est stressant, on est stressé, on sécrète du cortisol. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu que le stress et l'environnement pouvaient modifier des gènes, mais des gènes qui pouvaient être soit bons pour notre santé, soit des gènes mauvais pour notre santé, bons pour notre stress ou mauvais pour notre stress. Du coup, j'en reviens à ta question, comment est-ce qu'on peut agir sur l'épigénétique? C'est évidemment de façon indirecte, mais si on essaye le plus possible de favoriser dans notre environnement tous les facteurs qui vont être bons pour notre épigénétique en termes de bonne santé, on va aider en fait l'épigénétique. Donc on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler la pollution atmosphérique et les perturbateurs endocriniens et la guerre en Ukraine. Par contre, on peut contrôler de faire du sport régulièrement, de marcher dans la nature, d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible, même si je suis toujours prudente avec ça parce que je veux pas stimuler des troubles du comportement alimentaire, mais Mmh. voilà, d'essayer de manger Mmh. des aliments entiers, de se faire plaisir, d'essayer d'avoir l'alimentation la plus intuitive possible. Eh bien, tout ça, en fait, ça va être des facteurs indirects qui vont jouer sur notre épigénétique et qui vont stimuler la production, l'expression de gènes qui vont être anti-inflammatoires, qui vont augmenter notre immunité, qui vont diminuer notre sécrétion de cortisol. Et à contrario, quand on ne fait pas de sport, qu'on prend de la malbouffe tout le temps, Ouais, qu'on reste à l'intérieur, on n'aide pas, on quoi. on fait le Mmh. contraire. Pour toi, en quoi c'est important, de connaître ça? C'est-à-dire d'avoir une approche, enfin, de comprendre ce qui se passe en nous, c'est Ouais. vraiment, voilà, en quoi c'est important? Si je te dis, tu dois vraiment aller dehors tous les jours parce que c'est bon pour ta santé, tu vas le faire combien de temps, tu penses? Bah, peut-être, ouais, quelque temps et puis voilà, quoi. Ouais, tu vois, c'est quoi bon? Et si tu vois Ouais, pas l'effet en plus, tu te oui. dis: «Mais enfin, c'est bon, elle m'a dit qu'il fallait aller dehors, mais je suis désolée, mais il pleut, il fait dégueu, en plus, il y a du bruit là, ça m'agace, non, quoi». Alors que si je te dis: «Aller dehors, faire un bain de nature, c'est hyper bon parce que justement, épigénétiquement, ça va booster ton immunité, parce que quand tu prends du soleil et la lumière directe, même s'il y a pas de soleil, même à travers les nuages, ça va vraiment aider la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de bien-être, parce que quand tu vas dehors, tu mets quand même en mouvement tes muscles, donc tu augmentes les muscles, et bien en fait, de façon assez incroyable, ça augmente la sécrétion au niveau du cerveau, de cet engrais du cerveau, donc tu permets à tes neurones de se régénérer, tu augmentes l'oxygénation du cerveau, donc la neuroplasticité est mise en marche. Or, la neuroplasticité, c'est ce qui te permet d'être plus vif plus longtemps. Oui, Ouais, oui, voit la chose différemment, ouais, effectivement. on se dit: «Ah ouais, je vois». Mais c'est pas grave si ça marche pas tout de suite parce que tu sais, la neuroplasticité, ça met quelques semaines à se mettre en route. Et puis l'idéal, si tu vas dehors, c'est de trouver un coin nature avec pas trop Mmh de mh. bruit pour justement pas avoir la pollution. Tu dis: «Ah ouais, mais c'est vrai, c'est chouette». Je vais plutôt essayer d'organiser. Et puis, si tu le fais qu'une fois par semaine, c'est bien, c'est mieux que rien, mais pas besoin de le faire tous les jours et puis de tenir pendant 3 jours. Il vaut mieux faire quelque chose qui est répété parce que justement le corps, c'est ça qu'il a besoin. Et bien, je trouve que tout ça te donne des outils faciles, facilement compréhensibles et que tu peux retenir de pourquoi c'est important d'aller dans la nature. Et quand tu sais ça, tu vas essayer d'organiser ta vie autour de ça pour te dire, ok, ben moi je sais pas le faire tous les jours et je sais pas faire le tour du quartier et de toute façon ça m'intéresse pas, c'est super pollué. Par contre, je vais essayer le week-end d'aller faire une belle balade dans la forêt, je vais prendre le train, je vais aller proche de chez moi, je vais prendre mon chien, que sais-je, parce que je vois que ça me fait du bien. Et du coup, on est attentif aussi plus à ça. On est plus éveillé à se dire, ah ouais, je le sens, je suis dans la nature, ça me fait du Mmh. bien. Et on active aussi un cercle vertueux. C'est ce que moi je vis et c'est vraiment, moi je suis persuadée de ça. Plus tu expliques, plus tu comprends, plus tu arrives à mettre en place des actions qui te sont, toi,
propres à toi, positifs pour toi et qui vont pour lesquels tu vas avoir un effet. Ouais, je te rejoins complètement. Mmh. C'est une nouvelle approche, voilà, d'aborder les choses différemment, quoi, Et de d'un nouveau autre angle. ouais et de nouveau de redonner le pouvoir à la personne. Ouais. Moi, quand les gens me disent: «Ah mais j'ai compris, j'ai enfin compris», bah, d'abord ils retiennent et en plus ils sont fiers de ça, d'avoir Bien sûr. compris pourquoi, comment et je trouve ça génial moi. Je trouve Mmh. ça vraiment, on est beaucoup moins ignorant et beaucoup moins, impuissant que ce qu'on pense en fait. Ouais. Et dans tous les outils que tu nous présentes dans ton livre, tu parles de la méditation, le yoga que tu pratiques aussi, voilà, personnellement depuis un moment. Est-ce qu'il y en a un que tu peux nous présenter là et qui, a une symbolique peut-être particulière pour toi? Bah, donc on a déjà parlé de la cohérence cardiaque qui pour moi est mon must have parce que c'est le plus D'accord. facile et sinon l'autre que j'aime beaucoup c'est le yoga Kundalini. J'étais en fait en train de rechercher un outil, ou une discipline qui en même temps me faisait bouger, qui en même temps permettait la méditation et qui en même temps permettait l'immobilité et en fait le yoga Kundalini est arrivé à moi et c'est génial parce qu'il y a des mouvements, il y a de la méditation, il y a du chant. J'adore chanter, je chante comme une casserole, mais on s'en fout, j'adore chanter. Et donc, et il y a vraiment ce côté aussi d'un espace qui s'ouvre, qui est un espace de soi à soi, qui est un espace sacré. Moi, pour moi, c'est l'outil le plus complet en fait, et qui me met en plus dans des états de bien-être. Et ça me met vraiment dans un état modifié de conscience, ça me met dans un espèce d'état hypnotique comme ça, de bien-être. Si on reprend les termes cérébraux, bah c'est vraiment ça me met en onde alpha en fait, les ondes cérébrales alpha, Ouais. et ça active tout à fait tout mon parasympathique. Et je me demandais, pour conclure notre échange aussi, si, tu avais encore envie de découvrir d'autres techniques ou d'autres, méthodes qui t'intéressent et que tu aurais envie d'explorer un petit peu plus, précisément? Oui, oui, tout à fait, je suis d'une grande curiosité en fait, hein, donc curiosité sceptique comme je dis, donc justement j'essaye de mettre à l'épreuve. Donc j'ai essayé pas mal de trucs aussi dont je n'ai pas parlé parce que justement pour moi ça ne faisait pas ses preuves. Mais là je suis hyper intéressée par deux choses. C'est les trans cognitives. Je ne sais pas si tu Mmh. connais Corinne Sombrin, qui est une femme française qui s'est découverte des dons de chamane alors qu'elle était D'accord. en Mongolie, mais qui a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur enlever tout le côté spirituel chamanique et qui s'est rendu compte en fait que ces trans dans lesquelles elle pouvait elle-même être lancée sont des états modifiés de conscience au même titre que l'hypnose et qu'on pouvait éventuellement générer par certains sons, mais qu'en fait se mettre dans ces états modifiés de conscience permet à ton conscient volontaire assez limité de se mettre au repos et de permettre à tout ton inconscient qui fait tout ce dont on parle depuis le début, hein, l'inconscient il gère le système nerveux autonome, il gère Mmh. ce merveilleux corps que nous sommes et donc c'est lui permettre de s'exprimer pleinement et donc de s'auto-régénérer, de s'auto-guérir, de se donner ce dont il a besoin. On a une pharmacie à l'intérieur de nous, hein, toutes ces molécules, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, eh ben, on a tout ça à l'intérieur de nous. Et en fait, les états modifiés de conscience permettent à l'inconscient d'avoir plus de place en fait pour libérer tout ça, mais sans qu'on le veuille consciemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transe cognitive auto-induite. Et c'est hyper intéressant parce que de nouveau, ça fait appel aux mêmes choses, l'autorégénération, la puissance de la personne, Mmh. c'est de faire confiance à ses propres capacités. Et l'autre, Mmh. le dernier, la dernière chose sur laquelle je m'intéresse, c'est tous les psychédéliques. Puisqu'on en parle aussi beaucoup et c'est vraiment Mmh. Ouais. ça suscite beaucoup d'émulation dans notre profession, de nouveau chez certains qui sont intéressés par de nouvelles thérapies. Mais en fait, toutes les psychothérapies assistées par psychédéliques, donc les champignons magiques, la psilocybine, le LSD, la kétamine, enfin voilà, tout ce qui sont des drogues qui sont interdites, qui sont illicites et qu'il ne faut certainement pas prendre de façon sauvage, mais dans un cadre très très Réglementé, précis. fermé, Ouais. ouais, précis. Il y a des recherches qui se font beaucoup aux États-Unis sur la question. Ça met du temps à venir chez nous, mais aux États-Unis, c'est même maintenant. Certaines molécules sont autorisées par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Et donc, je trouve que c'est vraiment un champ
complètement fascinant, qui pourrait prendre la psychiatrie par un autre bout et la santé mentale plutôt que de se mettre sur des diagnostics et des symptômes. C'est vraiment une prise en charge très, très globale, quoi. C'est de laisser à ton cerveau l'occasion de s'auto-guérir et juste de lui ouvrir ces portes-là. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de laisser un dernier message pour aider certaines personnes à se sentir mieux dans leur tête? Moi, je dirais d'abord, il n'y a pas de honte à être pas bien. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, à s'ouvrir. Et plus on est à en parler, plus on se rendra compte qu'en fait, ça arrive à tout le monde. Et donc, du coup, on peut se retrouver dans cette communauté de personnes qui sont en difficulté, qui peuvent l'être à certains moments. Donc, c'est vraiment s'ouvrir et se permettre d'accueillir ça, et puis de l'accueillir et de l'accepter, parce que ça, c'est la première étape pour pouvoir avancer, parce que c'est quand on l'accueille, simplement, sans jugement sur soi-même, sans honte, sans culpabilité, sans j'ai tout raté, qu'on accueille ces difficultés, qu'on peut se donner la chance d'avancer là-dessus, et puis là, d'aller à la découverte de tout ce qui peut nous aider. Merci pour cet échange, Caroline. Donc, ton livre, Bien dans ma tête, est disponible dans toute bonne librairie. En commande, En s'il n'est commande. pas, sur les sites aussi, sur les sites de vente à distance, mais il est effectivement disponible. C'est bien dans ma tête grâce aux neurosciences. Merci beaucoup. À Avec très plaisir, bientôt. merci à toi, c'était super. Merci, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.